J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire le petit update au niveau des marchés US. Donc, je suis sur les futurs et minis comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc, actuellement, la configuration graphique n'est pas la meilleure, je dirais, puisqu'on se retrouve vraiment entre deux chaises. Puisque vous voyez ici, on avait cassé ce mouvement haussier ici, qu'on maintenait en dessous, et on a cassé ce mouvement baissier ici, et le prix se retrouve entre ces deux cassures-là. Donc, pour l'instant, ça risque de ranger à l'intérieur de ces deux trendlines là, donc potentiellement aller retester les 4050, 4060. Cependant, sur la grande photo, mon avis reste toujours le même. On a un espèce de gros range qui est vraiment en train de se former puisque de toute manière, actuellement, le marché attend vraiment qu'il y ait un gros changement, notamment une baisse d'inflation ou quelque chose d'autre. Et là, actuellement, comme le niveau de croissance est en dessous de la moyenne, on voit que le marché des actions est vraiment en train de ranger. Il manque un petit peu de jus. Alors, le marché obligataire que je préfère personnellement, puisque c'est le marché leader, c'est le plus gros marché, et lui, il est un peu plus réactif. On voit que le marché obligataire, si on prend les taux 10 ans par exemple, excusez-moi, si on prend les taux 10 ans, ça a été assez réactif par rapport à ce qui s'est passé au niveau des banques, hein. On voit que là, actuellement, on est en train de retester le niveau de support qui se retrouve ici. Et ça, c'est vraiment un point de pivot clé, puisque si on casse ce niveau de support-là, il y a maintenant des fortes probabilités à ce que la croissance soit encore plus affectée et qu'on ait une pression, en quelque sorte, une impulsion un petit peu plus désinflationniste à ce niveau-là. D'ailleurs, si on regarde au niveau du mensuel, pour l'instant, alors j'aimerais ça attendre vraiment la clôture du mois, mais pour l'instant, vous voyez ici, on est en train de stabiliser, pardon, en dessous de la moyenne mobile sur 10 mois, donc sur du très long terme. Et si je rajoute par exemple le RSI, on a aussi un mouvement où on est passé, vous voyez, en dessous de la moyenne au niveau du RSI, un petit peu comme fin 2018 aussi ici, comme vous pouvez constater. Donc on peut avoir un début, effectivement, le marché un début de vraiment une pression qui risque de survenir auprès de la Fed pour faire une pause au moins, puisque le marché des obligations est plus réactif que le marché des actions. Et pour moi, le marché des actions est un petit peu vraiment... il attend autre chose, on ne sait pas trop ce qu'il attend, mais on voit que le marché des obligations est un peu plus réactif. D'ailleurs, on peut le voir même au niveau des taux plus à court terme, comme le taux 2 ans. Lui aussi, on peut voir que là, pour l'instant, on est en train de vraiment comment dire, s'enligner pour une clôture en dessous de la moyenne mobile sur 10 mois, un petit peu comme fin. Donc, vous voyez ici, avec le MACD, on peut voir la cyclicité. Et là, vous voyez ici, on a potentiellement, on avait ici un début de nouveau cycle, hein, donc baissier au niveau des taux, qui s'est suivi par un pivot de la Fed, hein. Hop, si je rajoute le Fed Fund Rate, admettons, ah, il est où? Toujours le premier à sortir, hein. Hop, le voilà. Donc là, vous voyez ici, si je m'enligne ici, vous voyez, on avait le début de baisse ici au niveau des taux 2 ans. Je vais enlever le MACD. On avait le début de baisse et ensuite le pivot de la Fed s'étant venu. Enfin, pas le pivot, la pause, pardon, parce que le pivot, c'est vraiment la baisse. On commence à couper les taux. Là, c'était plutôt une pause. Et donc là, vous voyez ici, si je compare, on a un début de quelque chose qui est un petit peu similaire. Donc, potentiellement, pour le prochain meeting, on pourrait avoir déjà une pause au niveau des taux. C'est un petit peu ce que nous dit le marché vraiment des obligations qui est un peu plus réactif et le marché qui lui montre moins comment dire de manipulation, il est un peu plus vrai en quelque sorte. Donc là, on regarde, si on compare, est-ce qu'un pivot c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des signaux haussiers, parce que je sais que tout le monde attend un pivot pour repartir. Cependant, un pivot n'est pas forcément signe. euh, Ça y est, on repart to the moon, hein. Comme on peut constater, vous avez ici donc la courbe du taux directeur de la Fed et vous avez ici le taux de chômage. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a un pivot, ça fait, vous voyez ici, pivot, pression pour le taux de chômage qui monte. Oups, je voulais prendre la flèche. C'est moi. Hop. Voilà. Vous voyez ici,
on l'a ici aussi, le pivot ici. Alors après, c'est vrai que ici on a eu une certaine pause, mais ici l'inflation était sous contrôle, le niveau de croissance était vraiment au-dessus de la moyenne, donc il y avait vraiment pas de raison à vraiment faire monter le chômage, mais là, comme vous pouvez constater, on a le taux d'inflation qui est toujours pas sous contrôle, on a un niveau de croissance qui est en dessous de la moyenne, donc le risque est toujours un petit peu plus élevé. Vous voyez, ici aussi, on avait une hausse du chômage après le pivot qui s'est passé ici, et il en est de même quand on a eu le pivot ici, c'est la fin de cycle, et donc on a eu une hausse de chômage. Donc voilà, donc c'est pas forcément signe un pivot que ça y est, on repart to the moon. Il faut prendre d'autres éléments en note, comme par exemple encore l'inflation ou la croissance. Et là, on peut constater effectivement que qu'il y a des risques lorsque la Fed pivote, faudra faire assez attention. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du marché global. Alors oui, on a eu des petites injections, hein, comme vous le savez. Donc si je regarde le petit bilan, je vais juste enlever ça. On a eu des petites injections ici. Vous voyez, même fin 2019, on avait aussi une petite augmentation du bilan de la Fed, hein. Et puis ensuite en 2020, on sait ce qu'on a eu. Mais là, on a eu effectivement une petite augmentation. Mais contrairement à ici, ici, si je compare le niveau du taux, donc le niveau, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que la Fed a prêté de l'argent aux banques. Mais si on regarde le taux auquel elle leur a prêté, c'est pas du tout exactement le même que les fois précédentes, hein. Donc là, vous voyez ici, on avait déjà des taux qui étaient largement moins élevés. Donc c'était un petit peu, les banques pouvaient encore prêter plus convenablement. Mais là, on peut voir que le taux vraiment auquel la Banque centrale américaine a prêté de l'argent aux banques en quelque sorte pour renforcer les liquidités, on voit que le taux actuellement est très élevé. Donc, par quoi ça va se traduire? Ça va se traduire par une continuation du resserrement des standards, en quelque sorte, pour prêter de l'argent au niveau des banques. Donc là, vous voyez, généralement, quand on resserre ces standards-là, ça génère généralement, enfin, la majorité du temps, hein, c'est pas une science exacte, hein, comme d'habitude, mais ça génère, il y a des grandes probabilités de générer des récessions. Donc là, le taux est quand même assez élevé. Les banques vont garder les liquidités au maximum, puisque là, actuellement, si elles veulent vraiment attirer les dépôts, il va falloir qu'elles attirent leur taux en quelque sorte de rémunération pour le dépôt. Et si elles vont monter leur taux de rémunération pour les dépôts, pour attirer les dépôts, qu'est-ce qui va se passer? Elle va augmenter aussi ses taux pour prêter de l'argent. Et donc du coup, ça resserre encore les standards ici, comme vous pouvez constater ici. Et donc ça, c'est pas très bon, puisque ça va coûter plus cher aux entreprises, pour le coût d'emprunt, ça va pas être le même prix, déjà qu'il est déjà élevé. Donc ça va jouer aussi sur les résultats des entreprises par la suite. Donc voilà. Autre élément que on peut noter, c'est aussi le credit spread. Alors justement, le credit spread, c'est le risque par rapport au crédit, hein. On peut voir que lui, par exemple, il est en train de nous dire quelque chose de nouveau. Donc là, je suis sur le portrait mensuel. On voit qu'on a recassé ici avec le risque systémique, enfin pas le systémique, mais le risque au niveau des banques qu'on a eu récemment. On voit qu'on a un petit rebond au niveau du credit spread qui, généralement, le credit spread est significatif que quand il monte, le risque augmente. Et là, on voit que par rapport au marché action, si je mets en comparatif, on voit que le marché action ne réagit pas aussi bien que par rapport à vraiment ce qui se passe au niveau du crédit. On voit qu'il y a vraiment c'est comme s'il n'était pas réactif. Donc là, on voit que le risque du crédit augmente, mais le marché action, lui, vraiment stagne, stabilise dans son range ici. Il est comme s'il n'était pas réactif. Donc c'est pour ça que je préfère me fier au marché obligataire qui, lui, est un peu plus réactif, un peu plus parce que c'est un gros marché et que
il est difficilement manipulable à terme. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse par rapport au credit spread. Donc quand le credit spread monte, ça veut dire aussi que le risque augmente. C'est un petit peu normal quand on voit aussi le resserrement qu'on a ici, le taux de la Fed qui est quand même très élevé, et aussi quand on regarde l'indicateur avancé. Donc l'indicateur avancé, c'est comme son nom l'indique, ça donne des informations plusieurs mois à l'avance, en moyenne à peu près 7 mois pour cet indicateur-là du Conference Board. Là, on voit qu'on est rentré dans vraiment une évolution négative depuis août, il me semble, dernier, donc 2022. Si on rajoute 7 mois à peu près, ça se donne vers mars, avril. Et là, on voit que cet indicateur-là est profondément négatif et qu'on n'a pas forcément de rebond par rapport à celui-ci. Donc voilà, c'est un petit peu normal puisque on a les deux moteurs en quelque sorte de l'économie qui sont la production et la construction qui sont toujours dans une évolution de ralentissement économique et de ralentissement de tendance, et donc du coup ça y joue aussi, et ça y joue sur tout le reste aussi. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Alors après on peut rajouter le Bitcoin. Hop, et juste voilà. Donc au niveau du Bitcoin, c'est vrai que le Bitcoin est très réactif par rapport au fait des liquidités. Alors pour moi, là on a quelque chose un petit peu de similaire à ici. Hein. Hop. Alors il a en quelque sorte front run, hein, c'est-à-dire qu'il a devancé la fin du QT un petit peu comme ici, et ici aussi la fin de cycle économique, il a un petit peu devancé légèrement le Bitcoin, parce que si on compare par exemple, il y a un petit peu le même phénomène. Alors là, j'ai rajouté le bilan de la Fed, juste pour information. L'échelle, on va mettre l'échelle à gauche. Voilà. Donc là, vous voyez ici, on a eu une augmentation on a eu la fin du QT qui s'est produit ici, et donc le marché a très bien réagi. Le QT, c'est le resserrement, le quantitative tightening, c'est un resserrement aussi, une contraction de liquidité, un programme de la Fed qui fait en sorte à retirer en quelque sorte des liquidités du marché, du système financier. Et donc là, on arrivait vers la fin du QT, et donc le Bitcoin a anticiper un petit peu ce mouvement-là. Et là, c'est un petit peu la même chose, puisque là, on a injecté en quelque sorte, enfin, ça augmente, c'est pas une injection claire, mais on a le bilan de la Fed a quand même augmenté, ce qui fait que le Bitcoin a été très réactif par rapport à ça. Donc maintenant, quand on compare par rapport à ici, c'est vrai que ça laisse, il y a plus de chances à ce que le bottom soit un peu plus rentré maintenant par rapport, puisque plus on avance, plus il y a des informations. Et donc là, il y a plus de chances que le bottom soit un peu plus dans ces niveaux-là. Alors peut-être qu'il peut avoir un retest comme un petit peu en 2020 si on va pricer une récession. Mais cependant, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que quand il y a des grandes injections comme ça, c'est que le Bitcoin réagit positivement, puisque bien évidemment, il a été conçu en même temps que ce programme-là en 2009. Donc le programme injection et retrait des liquidités. Donc quand on retire, le Bitcoin réagit négativement. Donc là, comme vous pouvez voir, dès qu'on retire, le Bitcoin réagit très négativement. Et quand on injecte, alors on injecte beaucoup. Ah là, on a injecté légèrement. Hein, c'est pas, on n'est pas encore sur un truc de fou. Normal puisqu'on n'a pas encore vraiment de récession, mais les conséquences des hausses des taux vont arriver. Mais quand on injecte beaucoup, c'est quelque chose de positif à terme pour le Bitcoin. Mais quand on parle d'injection, c'est vraiment genre beaucoup là, c'est pas genre le petit truc comme ça quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Aussi, si vous désirez voir un petit peu mon exposition actuelle par rapport aux fins de cycle économique, n'hésitez pas à vous abonner à mon abonnement privé en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve donc une prochaine fois.